L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, voici les titres de ce journal. Les Zimbabwéens convoqués aux urnes demain pour un référendum constitutionnel censé garantir la tenue d'élections plus libres et plus transparentes, mais de nombreux analystes redoutent toujours la mainmise du régime Mugabe sur le pays. Toujours pas d'accord en République démocratique du Congo, contrairement à ce qu'annonçait Kinshasa. Une faction des rebelles du M23 nie s'être entendue avec le gouvernement sur une quelconque rentrée dans l'armée régulière. Cela fait 2 ans, jour pour jour, qu'une partie des Syriens prenait les armes contre le président Bachar al-Assad. Face à la résistance du régime, Paris et Londres demandent aujourd'hui la levée de l'embargo pour armer les rebelles. Quels sont alors les dangers d'une telle décision? Élément de réponse tout à l'heure dans ce journal. Bonsoir, avant de commencer ce journal, cette information, le directeur de publication du journal Le Républicain, Boukari Dao, arrêté le 6 mars dernier par les services de renseignement de l'État, a été transféré à la brigade d'investigation judiciaire, jeudi, mettant fin ainsi à l'opération presse morte déclenchée mardi dernier. Il sera désormais fixé sur son sort. Je vous l'annonçais en titre, les Zimbabwéens convoqués aux urnes demain pour un référendum. Ils doivent se prononcer sur une nouvelle constitution censée garantir la tenue d'élections plus libres et plus transparentes que les précédentes. Simple manipulation ou réelle volonté de changement de la part du régime Mugabe. Pour de nombreux analystes politiques, les clauses de cette nouvelle constitution ne prendront pas effet avant plusieurs années. Sur le papier, la nouvelle constitution est censée démocratiser le pays et réduire les pouvoirs présidentiels. Le chef de l'État ne pourra pas rester plus de 10 ans au pouvoir. Son immunité lui sera retirée une fois qu'il quitte ses fonctions. Sur le papier seulement, car pour les observateurs, le texte n'empêche pas Robert Mugabe de se représenter. Il peut donc théoriquement rester encore 10 ans à la tête du Zimbabwe, qu'il dirige d'une main de fer depuis plus de 30 ans. À 89 ans, il est le plus vieux chef d'État d'Afrique. Cette nouvelle constitution ne change pas vraiment la position de Mugabe. Les pouvoirs présidentiels ne sont pas réellement réduits. Les seules clauses les limitant ne prendront pas effet avant plusieurs années. Le texte est le fruit d'une longue et laborieuse concertation avec son rival, le Premier ministre Morgan Tsvangirai. Les deux hommes ont été contraints de signer un accord de partage de pouvoir après les dernières élections en 2008 pour éviter que le pays ne sombre dans la guerre civile. Le projet de constitution promet également de promouvoir les libertés, interdit la torture ou bien le travail forcé. Il dit également garantir des élections justes et transparentes. La Commission espère que le référendum de samedi sera ordonné et calme. La Commission promet de livrer une élection libre, juste et crédible. Un message directement adressé à la communauté internationale. Le pays et son président sont sous le coup de sanctions financières. Peu importe que le texte soit adopté ou non, ce référendum est surtout un test grandeur nature avant les élections générales de juillet prochain et les violences qui pourraient en découler. Autre titre de l'actualité, toujours pas d'accord en République démocratique du Congo, une faction des rebelles du M23 nie s'être entendue avec le gouvernement. Pourtant, il y a quelques jours, Kinshasa avait laissé entendre qu'une partie des rebelles acceptait de rendre les armes et de rentrer dans l'armée régulière. Au temps de l'unité, les chefs du M23 posaient alors fièrement devant les objectifs lors des négociations de Kampala. Mais la rébellion opposée au gouvernement de Kinshasa et qui contrôle une majeure partie du Nord Kivu s'est déchirée. L'ancienne direction du M23 espère cependant que ces divergences ne bloqueront pas les pourparlers. Il y a des petits problèmes au sein du M23, mais nous pensons que ça ne peut pas apporter un impact sur les négociations de Kampala parce qu'il s'agit de questions internes. Les deux factions s'affrontent militairement depuis des semaines dans les collines de l'Est de la RDC.
La deuxième partie du M23 veut elle aussi poursuivre les négociations, mais pas question de faire cause commune avec les compagnons d'hier. Nous, on ne peut pas être conduit par quelqu'un qui représente un général déchu recherché par la Cour pénale internationale. Quant aux rumeurs d'un possible accord entre Kinshasa et une faction de la rébellion, elles sont totalement démenties. Nous sommes actuellement en négociation avec le gouvernement de Kinshasa et nous souhaitons parvenir à un accord le plus tôt possible. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord entre nous et Kinshasa. Cette situation remet en cause les laborieux accords signés en février dernier et repousse la pacification d'une région où le nombre de groupes armés est passé de 10 à 30 en moins d'un an. Nous restons dans le registre militaire, mais pour toute autre chose, la préservation du patrimoine culturel était au centre d'une conférence de presse organisée à Niamey au Niger par le ministère nigérien de la Défense. Il s'agit de sensibiliser les forces de sécurité, de défense et de sécurité du Niger engagées dans la guerre contre le terrorisme dans le Nord Mali sur leur rôle dans la préservation du patrimoine culturel, mémoire de l'histoire. Sarki Aboubakar avec notre bureau à Niamey. Les forces de défense et de sécurité du Niger à l'école de la sensibilisation sur la préservation du patrimoine culturel, notamment celui du Mali. Engagée au sein de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, cette conférence de presse trouve ici tout son sens à un moment où de nombreux patrimoines culturels au Nord Mali ont été vandalisés. Le ministère de la Défense a jugé bon d'initier un certain nombre de conférences pour attirer l'attention des militaires de l'armée nigérienne et des FDS en général qui vont en mission extérieure sur la préservation des biens culturels, des biens souvent qui sont inscrits dans le patrimoine mondial. Pendant plusieurs heures, les forces de défense et de sécurité ont été entretenues sur les notions de patrimoine mondial, de patrimoine matériel et immatériel et de biens culturels. La richesse du patrimoine culturel du Nord Mali étant au centre des débats, le souhait de vulgariser cette initiative a été vivement affiché. Cette conférence a été très appréciée. Ça a été une découverte pour beaucoup, même parmi les officiers. Et ils ont demandé à ce que ce genre de conférence soit presque vulgarisé. Parce que nous sommes appelés à aller dans les missions extérieures. Les forces de défense et de sécurité du Niger ont été également outillées sur le contenu de plusieurs conventions de l'UNESCO qui complètent le dispositif de protection du patrimoine culturel. C'était un fait divers qui défraye la chronique depuis le 9 mars dernier au Burkina Faso. Un militaire du régiment présidentiel de sécurité a abattu sa petite amie à bout portant, une histoire d'amour qui aurait mal tourné. Face à la presse, le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou s'est exprimé sur le sujet. Jonas Bazier, Joseph Paré avec notre bureau à Ouagadougou. Un fait dramatique fait la une de la presse burkinabé et des causeries. Un militaire du régiment de sécurité présidentielle a abattu une jeune fille à son domicile. Voici la version officielle des faits. Le 9 mars 2013, il lui rend visite au domicile paternel et celle-ci lui signifiait une fois encore et de vive voix qu'elle ne voulait plus de lui. Alors, monsieur Lompo est dépité, il est très énervé. Il retourne chercher une arme, une Kalachnikov, qu'il camoufle soigneusement et fait le guet non loin du domicile de la fille pour surveiller ses allées et venues. Puis après s'être assuré qu'elle était là, il s'approche et demande à la voir et sa sœur lui répond qu'elle dormait. Entre-temps, la fille qui s'apprêtait à sortir le voit et sentant le danger, s'enfuit pour se réfugier dans la chambre de son père où elle s'enferme à double tour. Il la poursuit, tire sur la serrure et réussit à rentrer dans la chambre. Il trouve la fille accroupie parce qu'elle a fait un peu de résistance. Elle a tenté de résister en poussant la porte, mais comme il a réussi à ouvrir, elle court, elle s'accroupit. Il rentre et tire précisément sur la tête, il ouvre le feu sur la tête de la victime et par la suite il s'enfuit.
Ceux qui voudraient voir M. Lompo très vite devant un tribunal devraient prendre leur mal en patience. Voilà un épisode qui rappelle curieusement un autre drame en juin 2012 où une jeune fille de ménage est tombée elle aussi sous les balles d'un militaire. Mais toujours le dossier suit son cours à la justice. On en vient maintenant à ce deuxième anniversaire du soulèvement populaire contre le régime de Bachar al-Assad. La guerre continue en Syrie. Elle a fait 70 000 morts et près d'1 million de réfugiés. Face à la résistance du régime aujourd'hui, Paris et Londres demandent la levée de l'embargo pour armer les rebelles. 2 années de rébellion et des mois de lutte acharnée. D'un côté, l'armée régulière de Bachar al-Assad, de l'autre, des rebelles. Des rebelles sous la menace constante de l'aviation syrienne et qui se plaignent d'être sous-équipés. 70 000 morts, un pays en ruine, un conflit qui s'enlise. Pour les Britanniques et les Français, il y a urgence, il faut armer les rebelles. Dès lors que nous devons faire pression et montrer que nous sommes prêts à soutenir l'opposition, alors nous devons aller jusque-là. Ce qui bloque, c'est l'embargo imposé par l'Europe et qui interdit la livraison d'armes à la Syrie. Mais Paris et Londres l'annoncent, s'il le faut, ils feront cavalier seul. J'espère que nous pourrons convaincre nos partenaires européens de modifier notre accord. Faute de quoi, nous agirons comme bon nous semble. Des armes, il y en a déjà en Syrie. Celle de l'armée régulière, elle viendrait de Russie et d'Iran. Quant aux rebelles, officiellement ils reçoivent des armes d'Arabie Saoudite et du Qatar. Sur ces images amateurs, on voit en effet des rebelles équipés de lance-roquettes et qui tirent sur un hélicoptère de l'armée. Des armes qui pourraient donc venir d'Arabie Saoudite mais aussi d'Occident. Car selon certaines sources, des lance-roquettes auraient aussi été envoyées par avion depuis la Croatie qui servirait de point de transit. Enfin, en Jordanie, il y aurait des camps d'entraînement où les Américains formeraient des rebelles. Si l'Europe est réticente à l'envoi d'armes en Syrie, c'est que ces armes pourraient bien tomber dans de mauvaises mains. Si l'on devait faire évoluer l'embargo, je dis bien si l'on devait, il faudrait être sûr que l'on peut contrôler la distribution des armes et voir quels sont les groupes qui vont effectivement en bénéficier. Le but n'est pas d'armer des mouvements extrémistes sur le territoire. Car nul ne sait quel régime succéderait à celui de Bachar al-Assad. Tout l'enjeu sera donc d'éviter qu'un gouvernement islamiste extrémiste ne prenne le pouvoir. La page religion de ce journal du 4 au 11 mars dernier, le ministre malien des Affaires religieuses et du culte était en Turquie. Cette visite du ministre entre dans le cadre des échanges d'expériences en matière de gestion des affaires religieuses entre les deux pays. Reportage Mahmoud Kabadiakité sur les images de notre envoyé spécial Habib Khan. Comme le Mali, la Turquie est un pays laïque avec près de 98% des populations musulmanes. D'où l'intérêt accordé à cette coopération pour le ministre malien des Affaires religieuses et du culte. Malgré sa laïcité, l'État turc intervient dans la gestion des affaires religieuses à travers son Conseil supérieur islamique rattaché à la primature. La délégation malienne a visité cet institut chargé entre autres de l'élaboration de la politique religieuse du pays, du contrôle et suivi des publications islamiques, de la formation des imams prêcheurs et de l'organisation du Hajj. Le Conseil dispose également de plusieurs universités et instituts de formation des imams et prêcheurs désignés après concours d'intégration à la fonction. Un conseil de 16 membres répartis en 81 départements chargé de répondre aux préoccupations des fidèles. À l'issue de cette visite, Dr Yacouba Traoré et sa délégation se sont dit satisfaits de ces échanges qui ont aussi porté sur la gestion des cultes et des lieux de culte. Éradiquer la mendicité des enfants au Sénégal, telle semble être l'attitude du gouvernement qui entend appliquer désormais les articles des lois sur la lutte contre la traite des enfants. Les imams ont été sensibilisés sur la question. Lustina Saya, Suleiman Antoumar avec notre bureau à Dakar. Face à l'ampleur du phénomène des enfants mangeants et faisant suite à l'incendie de la Médina où 9 talibés ont perdu la vie, le gouvernement a pris des mesures pour l'application de la loi numéro 2005-06 du 29 avril 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. En réponse à cette initiative gouvernementale pour l'éradication de la mendicité des enfants,
Les imams du Sénégal approuvent la décision des décideurs et se disent prêts à combattre pour l'intérêt premier des enfants. Quand nos gouvernants proposent l'éducation pour tous, l'alphabétisation pour les filles, la case des tout-petits pour les enfants, ils doivent aussi s'occuper pour interdire la mendicité des enfants errant dans les rues. Ce phénomène rebelle qui gangrène notre société, combattons-le tous ensemble à tout jamais. Pour une éradication définitive de la mendicité et l'exploitation des enfants, les imams, en collaboration avec l'association pour le retrait et la réinsertion des enfants de la rue, PARER, proposent un certain nombre de recommandations qui sont: le parent doit contribuer financièrement à la nourriture de son enfant, à ses soins et à son hébergement, pour que le maître coranique puisse remplir aussi lui son devoir d'éduquer l'enfant. Deuxièmement, le maître coranique doit apprendre à l'enfant et l'éduquer comme le lui recommande la charia. Il ne doit pas en faire un fonds de commerce. Troisièmement, l'État doit veiller avant que quelqu'un ouvre une école coranique ou un dara qui remplisse les conditions en étant encadré par le ministère de l'Éducation, l'inspection des daras, les associations islamiques, les maîtres coraniques, et que l'État subventionne aussi et les accompagne en facilitant les normes à définir pour les sécuriser. Rappelons que le PARER a été créé suite au Conseil présidentiel sur les enfants de la rue d'octobre 2006. Et au Vatican, le pape François s'est adressé aux cardinaux dans la prestigieuse salle Clémentine. Il a rendu hommage à son prédécesseur Benoît XVI, dont il a salué l'humilité et le courage, avant de demander aux cardinaux de porter l'évangile sans se décourager. Alors, la soutane blanche du nouveau pape est-elle entachée symboliquement? La question est évoquée par Goliath, un hebdomadaire catholique progressiste. Certains spécialistes estiment que Giorgio Mario Bergoglio avait une attitude contestable sous la dictature militaire argentine entre 1976 et 1983. En somme, on lui reprochait une trop grande indulgence à l'égard des militaires. Ces images de femmes qui manifestent tranchent avec les célébrations vues dans les rues de Buenos Aires à l'annonce du pape. On les appelle les mères et grands-mères de la place de Mai. Elles ont l'habitude de se réunir une fois par semaine pour demander justice pour leurs enfants disparus ou tués pendant la dictature militaire des années 70. Et contrairement à une majorité des Argentins, elles n'ont pas du tout apprécié l'élection du cardinal Bergoglio. Nous avons des doutes sur cette personne et sur son rôle pendant la dictature militaire. C'était la pire période de notre vie. Et une personne comme ça ne devrait pas être à une telle position. Ces femmes accusent le cardinal Bergoglio de ne pas avoir émis de critiques sur la dictature, d'être resté silencieux. Pire, dans un livre publié en 2005 par un journaliste, il est même directement mis en cause. L'auteur lui reproche de ne pas avoir protégé deux prêtres engagés dans des bidonvilles. Les deux sont morts empoisonnés. Un prêtre qui a été kidnappé pendant la dictature a dit que Bergoglio était celui qui l'avait dénoncé et qu'il aurait pu faire quelque chose pour éviter cet enlèvement. Le cardinal Bergoglio, qui à l'époque était le supérieur provincial de l'ordre des jésuites de Buenos Aires, a toujours réfuté ces accusations. Au contraire, il aurait, selon lui, aidé plusieurs opposants durant ces années de dictature. Les évêques argentins ont toutefois jugé la période suffisamment sombre pour l'Église pour présenter leurs excuses pour avoir échoué à protéger la population. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. Déjà, je vous souhaite une excellente nuit et un bon début de week-end. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.